Personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole, et personne ne s'attend à ce que son mari rentre avant la tombée de la nuit un mardi. C'est ce que je me disais en garant ma voiture dans ma propre allée, avec 3 heures d'avance, regardant la pluie marteler mon pare-brise comme si la nature avait une dent personnelle contre la visibilité. Je m'appelle Marlo Trazé et je gère le plus grand dépôt de matériaux de construction de ce coin du Maine. Ce n'est pas un travail prestigieux, mais ça paie les factures et ça m'occupe suffisamment pour que je ne rentre généralement pas tôt à la maison. Aujourd'hui, c'était différent. La tempête qui menaçait depuis une semaine était finalement arrivée avec une violence inouïe, clouant mon avion pour Portland au sol et ne me laissant rien d'autre à faire que de rentrer chez moi, auprès de ma femme Vanna. De l'extérieur, la maison semblait normale, notre modeste demeure coloniale de 2 étages avec les volets bleus sur lesquels Vanna avait insisté, disant que cela nous donnerait les rétablis, quoi que cela puisse bien vouloir dire. J'ai attrapé mon sac de voyage sur la banquette arrière et j'ai couru sous le déluge jusqu'à la porte d'entrée, les clés déjà en main. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un rire. Un rire de femme mêlé à quelque chose de plus grave, de plus masculin, venant de l'étage. Je suis resté dans mon propre vestibule, dégoulinant d'eau de pluie sur le parquet que Vanna avait mis 6 mois à choisir, et j'ai écouté. Les bruits provenaient de notre chambre, ou plus précisément, de notre salle de bain. La grande salle de bain principale avec la baignoire à jet que Vanna avait prétendu être une nécessité absolue lors de notre rénovation l'année dernière. Ma première pensée fut qu'elle avait des amis à la maison. Vanna travaillait aux ressources humaines dans une entreprise technologique locale et était toujours en train de réseauter, de gravir quelque échelle sociale invisible qui n'existait principalement que dans sa tête. Mais nous étions un mardi après-midi. Qui organise des fêtes dans une baignoire un mardi après-midi? J'ai posé mon sac silencieusement et j'ai monté les escaliers, chaque marche prudente et délibérée. Les rires devinrent plus forts. Il y avait aussi de la musique. Une sorte de jazz mielleux que Vanna aimait mettre quand elle voulait se sentir sophistiquée. La porte de la chambre était ouverte. De la vapeur s'échappait de la salle de bain, et je pouvais sentir une odeur florale et coûteuse. Des sels de bain, probablement. Le genre qui coûtait plus cher au gramme qu'un bon whisky. Je me suis approché de la porte de la salle de bain, qui était juste assez entr'ouverte pour laisser la vapeur s'échapper. À travers l'interstice, je pouvais voir des bougies vaciller sur le comptoir, une bouteille de champagne dans un seau à glace, 2 verres, et dans la baignoire, entourée de bulles et complètement nue, se trouvaient ma femme Vanna et son beau-frère, Ryland Ventor. Ils ne m'avaient pas encore vu. Vanna était adossée contre le torse de Ryland, ses cheveux blonds relevés en une sorte de chignon désordonné qui lui avait probablement pris 1 heure pour paraître décontracté. Ryland avait ses bras autour d'elle, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui la fit glousser comme une adolescente. Ryland Ventor, l'équivalent dans l'immobilier d'un vendeur de voitures d'occasion, marié à la sœur de Vanna, Kaya, depuis 8 ans. Le genre de type qui portait des costumes chers pour aller à l'épicerie et conduisait une Mustang classique qu'il traitait comme une relique religieuse. Je ne l'avais jamais aimé, mais je l'avais toléré pour les réunions de famille et les barbecues. Apparemment, j'avais toléré plus que je ne le savais. Je suis resté là pendant peut-être 30 secondes, regardant mon mariage se dissoudre dans une baignoire pleine de bulles. Puis, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas fait de scène. Au lieu de ça, je me suis reculé de la porte, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Le son était parfait. Chaque murmure, chaque éclaboussure, chaque son intime était clairement audible à travers l'air rempli de vapeur. J'ai laissé tourner pendant 2 minutes complètes, capturant assez de preuves pour faire le bonheur de n'importe quel avocat. Ensuite, je suis descendu dans mon bureau au sous-sol, ce que Vanna aimait appeler notre « panic room », car il avait une entrée séparée et une porte lourde avec une bonne serrure. J'ai téléchargé l'enregistrement sur 3 comptes de stockage en ligne différents, puis je me suis assis dans mon fauteuil de bureau et j'ai réfléchi à mon prochain coup. 20 minutes plus tard, j'étais de retour à l'étage, devant la porte de la salle de bain avec un tournevis à la main. La serrure à l'ancienne était facile à manipuler de l'extérieur, un fait que j'avais noté lorsque nous l'avions installée, pensant que cela pourrait être utile si quelqu'un se retrouvait accidentellement enfermé. J'ai tourné le mécanisme jusqu'à ce qu'il clique, les piégeant à l'intérieur. Puis je suis descendu à la buanderie du sous-sol et j'ai coupé le chauffe-eau. De retour à l'étage, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir juste à l'extérieur de la porte de la salle de bain et j'ai composé le numéro de Kaya Ventor. Marlo ? Sa voix était haletante,
comme si elle venait de faire de l'exercice. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'appelles-tu? Tu devrais peut-être venir, dis-je, en gardant ma voix plate et sans émotion. Et apporte tous tes titres de propriété de voiture et les papiers des comptes joints. Quoi? Marlowe, de quoi tu parles? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. En attendant, j'ai parcouru systématiquement la maison, rassemblant les documents importants du coffre-fort, transférant des fichiers de notre ordinateur partagé à mon ordinateur portable personnel, et déplaçant tout ce qui avait de la valeur ou était irremplaçable dans le bureau du sous-sol. Les photos de mariage sont allées dans une boîte. Les bijoux de Vanna sont restés où ils étaient. De l'étage, j'entendais des voix de plus en plus fortes. L'eau devenait froide, et il commençait à réaliser que la porte ne s'ouvrait pas. Marlowe? La voix de Vanna descendit les escaliers. Marlowe, tu es à la maison. La porte est coincée. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à programmer un serrurier pour la première heure le lendemain matin. Kaya est arrivée en 15 minutes, ce qui signifiait qu'elle avait conduit comme une folle à travers la tempête. Elle a fait irruption par la porte d'entrée sans frapper, ses cheveux sombres plaqués sur sa tête et ses vêtements de sport trempés. Où sont-ils? A-t-elle exigé. J'ai pointé le plafond. Enfermé dans la salle de bain. Son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide. La confusion, l'incrédulité, la compréhension, et finalement la rage. Une rage pure et sans mélange. Montre-moi, a-t-elle dit. Je lui ai tendu mon téléphone avec l'enregistrement prêt à être écouté. Elle a écouté pendant 30 secondes avant que son visage ne devienne complètement blanc. Cette ordure, a-t-elle murmuré, puis plus fort. Cette ordure de menteur et de tricheur. Elle était en haut des escaliers avant que je puisse l'arrêter, martelant la porte de la salle de bain de ses 2 poings. Rylan. Rylan, ouvre cette porte tout de suite. Les bruits à l'intérieur de la salle de bain ont changé instantanément. Des éclaboussements de panique. La voix de Vanna, aiguë et effrayée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai suivi Kaya à l'étage, sortant le tournevis de ma poche. Recule, lui ai-je dit. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur ce bouton de soutien pour dynamiser cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. La scène qui nous a accueillis était presque comique. Vanna et Rylan étaient tous les deux debout dans la baignoire, essayant de se couvrir avec des gants de toilette inadéquats. Les bulles s'étaient pour la plupart dissoutes, les laissant exposées et ridicules. Le visage de Rylan avait la couleur d'un vieux fromage. Kaya, balbutia-t-il. Ce n'est pas nous n'étions pas, Kaya s'avança comme si elle allait grimper dans la baignoire avec eux. Je lui ai attrapé le bras. Ça n'en vaut pas la peine, dis-je doucement. Laissons-les s'habiller d'abord, ensuite nous parlerons. Mais Kaya avait d'autres idées. Elle a attrapé la plus grande serviette sur le porte-serviette et l'a jetée à Rylan. Sors, dit-elle. Sors de cette baignoire. Sors de cette maison et sors de ma vie. Rylan enroula la serviette autour de sa taille et sortit, dégoulinant et pathétique. Vanna tendit la main vers lui, mais il se dirigeait déjà vers la porte. Rylan, ne me laisse pas ici, supplia Vanna. Il ne se retourna pas. Je l'ai suivi en bas. Kaya juste derrière moi à la porte d'entrée. Rylan se retourna, essayant de rassembler un peu de dignité. Écoute, Marlowe, c'est juste un malentendu. J'ai ouvert la porte et l'ai poussé dehors sous la pluie. Il a dévalé les marches du perron, la serviette tenant à peine en place, et a couru vers sa voiture. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué Madame Hennessy, notre voisine d'en face, qui regardait à travers ses stores. Elle avait eu droit à un sacré spectacle aujourd'hui. J'ai fermé la porte et je me suis tourné vers Kaya, qui se tenait dans mon vestibule, les poings serrés et les yeux flamboyants. Je veux des copies de tout, dit-elle. Chaque enregistrement, chaque photo, chaque pièce à conviction que tu as. C'est déjà fait, dis-je, en lui tendant une clé USB que j'avais préparée pendant qu'elle était à l'étage. Il y a aussi une copie en route pour mon avocat. Elle prit la clé et hocha la tête d'un air sombre. Bien. Parce que je vais le ruiner. Je vais lui prendre chaque centime qu'il a, chaque bien, chaque Kaya.
Vanna apparut en haut des escaliers, enveloppée dans un peignoir, les cheveux en désordre et le maquillage coulant. Kaya, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Kaya leva les yeux vers sa sœur, sa petite sœur, qu'elle avait aidée à l'université, qu'elle avait soutenue à travers chaque crise et chaque célébration pendant 32 ans. Expliquer? La voix de Kaya était calme. Expliquer comment tu baisais mon mari dans ta baignoire pendant que j'étais à mon cours de spinning. Vanna se mit à pleurer. De grosses larmes dramatiques qui auraient pu fonctionner sur moi autrefois. C'est juste arrivé, sanglota TL. On ne l'avait pas prévu. C'était juste quoi, l'interrompis-je. Juste mardi? Juste cette fois? Juste la partie émergée de l'iceberg. Vanna me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. En 8 ans de mariage, elle ne m'avait jamais vu comme ça. Calme, froid, en contrôle. Marlo, s'il te plaît, dit-elle. On peut surmonter ça. On peut aller en thérapie. On peut non, dis-je simplement. On ne peut pas. Je me suis dirigé vers le placard de l'entrée et j'ai sorti 2 valises, celles que nous avions utilisées pour notre lune de miel à Cancun. Je les ai posées au bas des escaliers. Fais tes valises pour quelques jours, dis-je. Pour tout le reste, on réglera ça par l'intermédiaire des avocats. Tu ne peux pas me jeter hors de ma propre maison. En fait, si. Le prêt immobilier est à mon nom. L'acte de propriété est à mon nom. Tu devrais peut-être appeler ta sœur pour lui demander si tu peux rester chez elle. Oh, attends. Kaya se dirigeait déjà vers la porte. Ne te donne pas cette peine, lança-t-elle par-dessus son épaule. Je ne serai pas à la maison ce soir, ni demain soir, ni aucun soir jusqu'à ce que je sache ce que je vais faire ensuite. La porte claqua derrière elle, me laissant seule avec ma femme. Vanna descendit lentement les escaliers, comme si elle marchait vers sa propre exécution. Marlo, dit-elle doucement. Je sais que tu es en colère. Je sais que ça a l'air terrible, mais nous sommes mariés depuis 8 ans. Ça ne compte pas pour quelque chose? Je la regardais, vraiment. La femme dont j'étais tombé amoureux lors d'un pique-nique d'entreprise, qui avait ri à mes blagues et m'avait fait sentir comme le gars le plus intelligent et le plus drôle du monde. La femme qui avait marché jusqu'à l'hôtel dans la robe de sa grand-mère et avait promis de m'aimer, m'honorer et me chérir jusqu'à la fin des temps. 8 ans, répétai-je. Tu as raison. Ça compte pour quelque chose. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Ça compte pour 8 ans de ma vie que je ne récupérerai jamais, continuai-je. 8 ans à croire en quelque chose qui, apparemment, n'était qu'une blague pour toi. L'espoir disparut. Commence à faire tes valises, dis-je. Je vais me faire un café et appeler mon avocat. Quand j'aurai fini, je veux que tu sois parti. Elle commença à dire autre chose, mais je m'éloignais déjà. J'avais du travail à faire. Le temps que Vanna finisse de faire ses valises, la pluie avait cessé et le soleil se couchait derrière les nuages. Je la regardais depuis la fenêtre de la cuisine charger ses valises dans sa Honda Civic, se déplaçant avec la précision prudente de quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer complètement. Elle revint à la porte une dernière fois. Marlo, dit-elle à travers la moustiquaire, j'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Après un moment, elle s'est éloignée. J'ai attendu que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis j'ai appelé Derek Mullins, le meilleur avocat spécialisé en divorce de 3 comtés. Derek s'était occupé de mes contrats d'affaires pendant des années, et je lui faisais confiance pour garder sa bouche fermée et sa facturation honnête. Marlo. La voix rauque de Derek traversa le téléphone. Un peu tard pour un appel professionnel, non? Ce n'est pas professionnel, dis-je. C'est la guerre. Je lui ai donné la version courte, lui ai parlé des preuves et ai convenu de le rencontrer à la première heure le lendemain matin. Puis je me suis versé 3 doigts de bourbon et je me suis assis dans ma cuisine, écoutant la maison s'installer autour de moi. C'était silencieux, trop silencieux. Pendant 8 ans, cette maison avait été remplie de l'énergie de Vanna. Sa musique, ses appels téléphoniques, son besoin constant de réarranger les meubles et de redécorer des pièces qui étaient parfaitement bien comme elles étaient. Maintenant, elle ressemblait à un musée. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. On doit parler. Retrouve-moi au Shingle dans 1 heure.
Rylan. L'homme avait du cran, je devais le lui accorder. J'ai fini mon bourbon, j'ai attrapé ma veste et je suis allé au Shingle, un bar de quartier à la périphérie de la ville qui accueillait des ouvriers du bâtiment, des camionneurs et toute personne qui voulait boire sans prétention. C'était le genre d'endroit où chacun s'occupait de ses affaires, et le barman savait qu'il ne fallait pas couper le whisky avec de l'eau. Oscar Brennan assurait la sécurité ce soir-là, ce qui était parfait. Oscar était mon meilleur ami depuis le lycée. Un Irlandais trapu avec un esprit vif et un tempérament encore plus vif. Il avait été flic pendant 10 ans avant qu'une blessure au genou ne le force à se reconvertir dans la sécurité privée. Tiens, dit Oscar alors que j'entrais, si ce n'est pas celui dont tout le monde parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Hennessy a appelé tout le monde. La moitié de la ville est au courant de ton petit drame maintenant. Il sourit. Elle a dit que Rylan Ventor est sorti en courant de ta maison en n'ayant qu'une serviette sur lui, criant comme si ses cheveux étaient en feu. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Je sais, mais la version de Madame Hennessy est beaucoup plus amusante. J'ai commandé une bière et j'ai regardé autour du bar. Rylan était assis dans une banquette d'angle, portant toujours le costume cher qu'il avait probablement mis pour impressionner ma femme. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans au cours des 3 dernières heures. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Oscar, suivant mon regard. « J'en suis sûr. » Je me suis approché de la table de Rylan et je me suis assis en face de lui. De près, il avait l'air encore pire, pâle, en sueur et nerveux. « Merci d'être venu, dit-il. Ne me remercie pas encore. Qu'est-ce que tu veux? Je veux expliquer. Expliquer quoi? Comment tu t'es retrouvé nu dans ma baignoire avec ma femme? Parce que je suis assez sûr de comprendre la mécanique. Il grimaça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? On n'a jamais voulu blesser personne. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai étudié. Rylan Ventor, le roi de l'immobilier, réduit à supplier le type dont il venait de détruire la vie. Depuis combien de temps, demandai-je. Quoi? Depuis combien de temps tu baises ma femme? Il a regardé autour du bar comme s'il espérait du secours. Quelques mois. Combien de mois? Depuis ta fête d'anniversaire. Ma fête d'anniversaire? Il y a 4 mois. Vanna m'avait organisé une fête surprise, invité tous nos amis et notre famille. Je me souviens que Rylan avait été particulièrement serviable ce soir-là, restant tard pour nettoyer, étant inhabituellement amical. Donc, pendant que je te remerciais de m'aider pour ma fête, tu prévoyais de baiser ma femme. Ce n'était pas comme ça. C'est juste arrivé. Les choses n'arrivent pas juste, Rylan. Les gens font des choix. Tu as choisi de trahir ta femme. Tu as choisi de me trahir. Tu as choisi de détruire 2 mariages, pourquoi? Quelques après-midi dans ma baignoire. Je l'aime, dit-il doucement. Ça m'a coupé le souffle. De toutes les choses que je m'attendais à ce qu'ils disent, ce n'était pas l'une d'elles. Tu l'aimes? Oui. Et elle t'aime? Oui. J'ai hoché la tête lentement, traitant cette information. Ça changeait les choses. Pas l'issue. Vanna et moi, c'était fini, et le mariage de Rylan était probablement terminé aussi. Mais ça changeait la nature de ce à quoi j'avais affaire. Eh bien, alors, dis-je en me levant. Je suppose que ça rend les choses plus faciles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu peux l'avoir, tout entière. Ses dettes de carte de crédit, sa dépendance au shopping, son besoin de redécorer la maison tous les 6 mois, sa mère qui appelle 3 fois par jour, sa collection de livres de développement personnel et son obsession pour tout ce qui est bio. Tu peux tout avoir, Marlowe, mais d'abord, tu vas payer pour ce que tu as fait. Son visage devint blanc. De quoi tu parles? Je parle des conséquences. Tu penses que tu peux simplement t'en sortir comme ça? Retourner à ton business immobilier et à ta voiture de luxe et faire comme si rien ne s'était passé? Je quitte Kaya. On va être ensemble. Vraiment? Tu l'as dit à Vanna? Parce que quand je l'ai quittée ce soir, elle semblait assez intéressée à sauver son mariage. Ça a fait mouche. Je pouvais voir le doute s'insinuer dans ses yeux. Elle me choisira, dit-il, mais il n'avait pas l'air convaincu. Peut-être. Ou peut-être qu'elle choisira celui qui peut lui offrir le style de vie qu'elle veut.
Et en ce moment, ça n'a pas l'air d'être toi. Je l'ai laissé assis là et je suis retourné au bar. Oscar m'attendait avec une autre bière. Comment ça s'est passé, demanda-t-il. Mieux que prévu. Il s'avère que notre ami Rylan pense qu'il est amoureux de Vanna. Apparemment, siffla Oscar à voix basse. Ça va compliquer les choses. En fait, ça va les simplifier. Un homme amoureux fait des choses stupides, des choses prévisibles. Qu'est-ce que tu prévois? J'ai pris une longue gorgée de bière et j'ai souri. Le lendemain matin, j'ai rencontré Derek à son bureau à 8 heures précises. Il avait déjà examiné les preuves que je lui avais envoyées pendant la nuit, et son évaluation était directe. Tu les tiens, dit-il, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Audio, vidéo, témoin. Si tu veux un divorce, tu l'obtiendras, et il te sera favorable. Et les biens? La maison est à toi. L'entreprise est à toi. La plupart des investissements sont à ton nom. Elle pourrait obtenir une pension alimentaire, mais pas beaucoup et pas pour longtemps. Elle a un travail, pas d'enfant, et c'est elle qui a triché. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Derek haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, quelles autres options légales ai-je? Aliénation d'affection, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Sois créatif. Marlowe, je comprends que tu sois en colère, mais je ne suis pas en colère, l'interrompis-je. Je suis concentré. Ces gens pensaient qu'ils pouvaient se moquer de moi, détruire mon mariage et s'en tirer sans conséquence. Je veux leur montrer à quel point ils avaient tort. Derek resta silencieux un moment, étudiant mon visage. D'accord, dit-il finalement. Laisse-moi passer quelques appels. J'ai passé le reste de la matinée au dépôt, essayant de me concentrer sur le travail mais pensant surtout à la stratégie. À l'heure du déjeuner, j'avais un plan. Premier arrêt, la banque. J'ai gelé tous les comptes joints et les cartes de crédit. Vanna le découvrirait en essayant d'acheter son déjeuner. Deuxième arrêt, la compagnie de téléphone. J'ai fait retirer Vanna de notre forfait familial et j'ai changé tous les mots de passe de nos comptes partagés. Troisième arrêt, la maison. J'ai changé les serrures comme je l'avais prévu. À 15 heures, mon téléphone sonnait. Marlowe, qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de Vanna était stridente de panique. Mes cartes de crédit ne fonctionnent pas. Mon téléphone a été coupé, et je ne peux pas entrer dans la maison. Je sais, dis-je calmement. C'est moi qui ai fait tout ça. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de mes affaires. Tu dois appeler ton avocat. Je n'ai pas d'avocat. Alors je te suggère d'en trouver un. Et Vanna, la prochaine fois que tu veux avoir une liaison, assure-toi que ton amant peut se permettre de t'entretenir. J'ai raccroché et je me suis versé une tasse de café. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Madame Hennessy travailler dans son jardin, mais je savais qu'elle surveillait en réalité ma maison. Elle avait probablement vu Vanna essayer d'entrer plus tôt. Mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro différent cette fois. Marlowe, c'est Kaya. On doit parler. À propos de quoi? De s'assurer que ces deux ordures reçoivent exactement ce qu'elles méritent. J'ai souri. Viens. Je vais faire couler un café frais. Kaya est arrivée 20 minutes plus tard, l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges mais déterminés, et elle portait un épais dossier. J'ai été occupée, dit-elle, étalant des papiers sur la table de ma cuisine. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, facture de téléphone. Tu veux deviner ce que j'ai trouvé? J'ai regardé les documents. Reçu d'hôtel, note de restaurant, cadeaux coûteux achetés avec des cartes de crédit conjointes. Ils font ça depuis des mois, continua Kaya. Et ils ont dépensé mon argent pour le faire. Combien? 12 000 $, peut-être plus. J'ai sifflé. Ça fait beaucoup de temps passé dans la baignoire. C'est du vol, voilà ce que c'est. Rylan a utilisé notre carte de crédit conjointe pour payer des chambres d'hôtel, des dîners, des bijoux pour ta femme. Il lui a acheté un bracelet qui coûtait plus cher que le paiement mensuel de ma voiture. Tu peux prouver que c'était pour elle? Je n'ai pas à le faire. Les reçus parlent d'eux-mêmes. Bijouterie, vêtements pour femmes, restaurant romantique.
Soit mon mari avait une liaison, soit il a développé des passe-temps très coûteux. Nous avons passé l'heure suivante à tout examiner, à construire une chronologie de la liaison. C'était pire que je ne le pensais. Ils s'étaient vus régulièrement, toujours les jours où j'étais en voyage pour le travail. Ils avaient utilisé ma maison, des chambres d'hôtel, même le bureau de Rylan après les heures de travail. Je veux les détruire, dit Kaya doucement. Pas seulement divorcer, les détruire. C'est le plan, dis-je. Mais nous devons être intelligents. Légalement, dans les règles. Qu'est-ce que tu as en tête? Je lui ai parlé de ma conversation avec Derek, des options légales que nous explorions. Puis je lui ai parlé du reste de mon plan. Le truc avec les petites villes, dis-je, c'est que la réputation compte. Tout le business de Rylan est basé sur la confiance, sur le fait d'être perçu comme un homme de famille, un pilier de la communauté. Que arrive-t-il à ça quand tout le monde sait quel genre d'homme il est vraiment? La ruine sociale. Exactement. Et Vanna, c'est la même chose. Elle a passé des années à construire cette image d'elle-même en tant que femme parfaite, la femme de carrière à succès. Tout ça disparaît quand les gens connaissent la vérité. Alors, on s'assure que les gens connaissent la vérité. On s'assure que les bonnes personnes connaissent la vérité. Son patron, ses clients, leurs amis. On n'a pas besoin de mentir ou d'exagérer. Il suffit de s'assurer que les faits soient connus. Kaya a souri pour la première fois depuis son arrivée. J'aime ta façon de penser. Il y a plus, dis-je. Ce soir-là, j'ai retrouvé Oscar au Shingle. L'endroit était plus animé ce soir, plein de gars qui finissaient leur deuxième quart de travail et de quelques habitués qui traitaient le bar comme leur bureau personnel. Alors, dit Oscar, en me faisant glisser une bière sur la table. J'entends dire que tu prévois de faire tomber le roi de l'immobilier. Les nouvelles vont vite. Petite ville, mon pote. En plus, Madame Hennessy a donné des interviews à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Selon elle, tu les as surpris en flagrant délit et tu as jeté Rylan dehors tout nu. C'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Je lui ai parlé du plan que Kaya et moi avions élaboré. Oscar a écouté sans interruption, hochant parfois la tête ou haussant un sourcil. C'est faisable, dit-il quand j'ai fini. Mais ça va prendre du temps, et ça pourrait devenir compliqué. J'ai du temps, et le compliqué ne me dérange pas, d'accord, alors. Oscar leva sa bière. À la justice. À la justice. Nous avons trinqué, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette salle de bain, j'avais l'impression d'être de nouveau en contrôle. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Vanna. S'il te plaît, appelle-moi. On doit parler. J'ai montré le message à Oscar. Tu vas la rappeler? Finalement, oui, dis-je. Mais pas ce soir. Ce soir, elle peut se demander ce que je prépare. Et qu'est-ce que tu prépares? J'ai souri. À lui donner exactement ce qu'elle mérite. Les jours suivants s'installèrent dans une routine. J'allais au travail, rentrais dans ma maison silencieuse et démantelais méthodiquement la vie que Vanna et moi avions construite ensemble. C'était étonnamment thérapeutique. Derek avait déposé les papiers du divorce et les avait fait signifier à Vanna à son bureau, ce qui a provoqué exactement le genre de scène que j'espérais. Selon mes sources, Madame Hennessy avait une amie qui travaillait dans le même bâtiment. Vanna avait éclaté en sanglots en plein milieu du hall, assez fort pour que la moitié de l'entreprise l'entende. Kaya gérait la destruction de Rylan avec une précision militaire. Elle avait demandé la séparation de corps, gelé leurs biens et commencé le processus pour retirer son nom de tout ce qu'ils possédaient ensemble. Plus important encore, elle avait commencé à passer des appels. J'ai parlé à 3 de ses plus gros clients aujourd'hui, m'a-t-elle dit autour d'un café à ma table de cuisine. Juste des conversations informelles, tu comprends? J'ai mentionné que nous avions quelques difficultés conjugales, que j'étais préoccupé par le jugement de Rylan ces derniers temps. Comment l'ont-ils pris? Disons simplement qu'ils vont poser quelques questions pointues lors de leur prochaine réunion. L'entreprise immobilière de Rylan dépendait de la confiance et de la réputation. Dans une petite ville comme la nôtre, les deux pouvaient disparaître du jour au lendemain. Kaya s'assurait que ce soit le cas. Pendant ce temps, je travaillais sur le cercle social de Vanna. Ce n'était pas difficile. Vanna avait toujours été en compétition avec ses amis, essayant toujours de prouver qu'elle avait le mariage parfait,
la maison parfaite, la vie parfaite. Quand la nouvelle s'est répandue que son mari parfait l'avait surprise en train de le tromper avec son beau-frère, la machine à rumeurs s'est emballée. Madame Hennessy a été particulièrement utile à cet égard. Elle s'était autoproclamée source d'informations officielle du quartier, et elle prenait son travail au sérieux. À la fin de la semaine, il n'y avait pas une personne dans un rayon de 15 km qui ne connaissait pas l'histoire de base. Bien sûr, l'histoire s'est étoffée en se propageant. Selon la dernière version que j'avais entendue, Ryland menait une double vie depuis des années, Vanna dirigeait une sorte de service d'escorte depuis notre maison, et je les avais surpris avec des preuves photographiques qui étaient maintenant utilisées par le FBI pour enquêter sur un complot plus vaste. Je n'ai corrigé aucune de ces histoires. La vérité était assez dommageable, mais les rumeurs les détruisaient. Vendredi soir, Vanna m'a finalement coincé. Je quittais le dépôt quand elle est arrivée dans sa Honda, bloquant mon camion sur le parking. Elle est sortie et s'est dirigée vers la fenêtre de mon côté conducteur. « On doit parler », dit-elle. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle ne portait pas de maquillage, et ses vêtements semblaient avoir servi de pyjama, ce qui était probable puisque j'avais entendu dire qu'elle logeait dans un motel bon marché sur la route 9. « Je t'écoute », dis-je, sans prendre la peine de baisser complètement la vitre. « Ça a assez duré, Marlowe. J'ai fait une erreur, d'accord, je l'admets. Mais tu es en train de détruire ma vie. Je ne détruis rien. Je ne te protège simplement plus des conséquences de tes choix. Mes cartes de crédit, mon téléphone, la maison. Tu ne peux pas simplement me couper de tout. En fait, si. Et je l'ai fait. Je ne peux même pas me payer un avocat décent. Ça ressemble à un problème personnel. Elle m'a fixé un long moment, et je pouvais la voir essayer de trouver comment jouer cette carte. Les larmes ne fonctionnaient pas. La colère ne fonctionnait pas. Il était temps d'essayer une autre approche. Et ce que nous avions, dit-elle doucement. 8 ans, Marlowe. On était heureux. L'étions-nous? Ou étais-je simplement trop stupide pour voir ce qui se passait vraiment? On était heureux. J'étais heureuse. Ce truc avec Ryland, c'était juste une erreur. Une erreur stupide et égoïste. Une erreur de 4 mois. Oui, mais c'est fini maintenant. Il n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. C'était intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a promis des choses. Il a dit qu'on serait ensemble, mais maintenant que tout s'écroule, il recule, disant qu'on doit être prudent, qu'on devrait attendre que les divorces soient finalisés. Homme intelligent. C'est un lâche, dit-elle amèrement. Quand les choses sont devenues difficiles, il a fui. J'ai failli avoir pitié d'elle, presque. Elle avait jeté 8 ans de mariage pour un fantasme, et maintenant elle découvrait que son chevalier servant n'était en fait qu'un autre homme égoïste qui ne pensait qu'à lui. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, demandai-je. Je veux qu'on essaie à nouveau. Aller en thérapie. Surmonter ça. On peut dépasser ça, Marlowe. On peut être plus fort qu'avant. Non, dis-je simplement. On ne peut pas, pourquoi pas? Parce que je ne te fais plus confiance. Parce qu'à chaque fois que je te regarde, je te vois dans cette baignoire avec lui. Parce que tu ne m'as pas seulement trompé. Tu m'as humilié. Je n'ai jamais voulu, tu n'as jamais voulu que je le découvre. C'est différent. J'ai démarré mon camion. Bouge ta voiture, Vanna. Marlowe, s'il te plaît, bouge ta voiture ou je la bougerai pour toi. Elle a reculé, et j'ai pu voir le moment exact où elle a réalisé que la supplication n'allait pas fonctionner. Son expression s'est durcie. Très bien, dit-elle, si c'est comme ça que tu veux jouer. Mais tu n'es pas le seul à pouvoir rendre la vie difficile. Est-ce une menace? C'est une promesse. Tu penses que tu peux ruiner ma vie et t'en aller? Réfléchis bien. Elle est remontée dans sa voiture et est partie, les pneus crissant sur l'asphalte. Je suis resté assis dans mon camion 1 minute, à réfléchir. Vanna devenait désespérée, ce qui la rendait dangereuse. Les gens désespérés font des choses stupides, et les choses stupides créent des opportunités. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Oscar. Je pense qu'il est temps de passer à la phase 2, dis-je. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté la conversation avec Vanna, ses menaces et sa rupture apparente avec Ryland. Elle va essayer quelque chose, dis-je.
Et quand elle le fera, je veux être prêt. De quoi as-tu besoin? Surveillance. Je veux savoir où elle va, à qui elle parle, ce qu'elle prépare. Ça va coûter plus cher. Je me fiche de ce que ça coûte. Samedi matin, je travaillais dans mon garage quand Rylan est arrivé. J'ai entendu le vrombissement de sa Mustang avant de le voir. Ce sont de moteurs distinctifs dont il était si fier. Il s'est garé dans mon allée comme s'il était chez lui et s'est approché du garage comme si nous étions de vieux amis. Bonjour, Marlowe. Je n'ai pas levé les yeux de l'établi où j'organisais des outils. Qu'est-ce que tu veux, Rylan? Je veux parler d'homme à homme. Je pensais qu'on l'avait déjà fait. C'était différent. Là, il s'agit d'aller de l'avant. J'ai posé la clé que je tenais et je me suis tourné vers lui. Il était habillé de façon décontractée aujourd'hui, jean et polo, mais il réussissait toujours à avoir l'air de poser pour une publicité de magazine. Aller de l'avant, répétais-je. Écoute, je sais que cette situation est compliquée, mais nous sommes tous les deux des hommes raisonnables. On peut trouver un arrangement. Quel genre d'arrangement? Un accord. Tu relâches la pression légale, tu arrêtes la campagne de commérage, et je m'assurerai que tu sois dédommagé pour ton désagrément. Je l'ai dévisagé. Tu veux me soudoyer. Je veux rendre les choses plus faciles pour toutes les personnes impliquées. Combien? Combien quoi? Combien vaut mon mariage pour toi? Combien es-tu prêt à payer pour le privilège de baiser ma femme? Il a rougi. Ce n'est pas comme ça, alors c'est comment? C'est une question d'amour. Vanna et moi, on a trouvé quelque chose ensemble. Quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai, dis-je lentement. Dans ma baignoire. Je sais comment ça a l'air. Ça a l'air que tu es une ordure de tricheur qui a détruit 2 mariages parce que tu ne pouvais pas garder ton pantalon. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis rapproché de lui, assez près pour qu'il doive lever les yeux pour croiser mon regard. Tu veux parler de justice? Est-ce juste que j'ai travaillé 60 heures par semaine pour payer cette maison pendant que tu prévoyais de baiser ma femme dedans? Est-ce juste que ta femme te faisait confiance pendant que tu la volais pour acheter des cadeaux à ta maîtresse? Je n'ai jamais rien volé. Carte de crédit conjointe, Rylan. 12 000 $ de dépenses pour des hôtels, des bijoux et des dîners romantiques. C'est du vol. Son visage devint blanc. Comment sais-tu ça? Kaya et moi avons comparé nos notes. Il s'avère que tu n'es pas aussi malin que tu le penses. Écoute, je peux expliquer et je ne veux pas de tes explications. Je veux que tu quittes ma propriété. Marlowe, sois raisonnable. On peut régler ça. Dehors. J'essaie d'être civilisé. J'ai pris un marteau sur l'établi. Sors de mon garage. Sors de ma propriété et reste loin de moi. Tu me menaces? Je te fais une promesse. Reviens près de ma maison et la prochaine fois, tu regretteras que ce ne soit pas les flics qui t'aient trouvé en premier. Il a reculé vers sa voiture, les mains en l'air. Ce n'est pas fini, Marlowe. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Il est monté dans sa Mustang et est parti, mais pas avant que je le remarque en train de prendre des photos de ma maison avec son téléphone, probablement en train de monter un dossier pour prouver que j'étais instable, dangereux. C'était bien. J'avais des photos aussi. Cet après-midi-là, Oscar a appelé avec une mise à jour. Ta femme a été occupée, dit-il. Elle a rencontré un avocat ce matin, pas un avocat spécialisé en divorce, un autre genre. Quel genre? Le genre qui s'occupe des cas de harcèlement, des ordonnances restrictives. Je n'étais pas surpris. Quoi d'autre? Elle a aussi passé des appels, beaucoup d'appels à ses amis, sa famille, ses collègues, racontant une histoire sur le fait que tu es devenu fou, que tu la suis et la menaces. Des preuves? Pas encore. Mais elle construit un récit, se peignant comme la victime. Bien sûr qu'elle le fait. Et Rylan? Il a été silencieux, il fait profil bas, mais je l'ai vu à la banque ce matin, et il avait l'air assez stressé. Kaya a serré la vis. On dirait que ça fonctionne. Ce soir-là, j'étais assis sur mon porche arrière avec une bière quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Marlowe, c'est moi, Vanna. Elle avait l'air différente, plus petite, plus vulnérable. Que veux-tu?
Je veux rentrer à la maison. Ce n'est plus ta maison. S'il te plaît, juste pour ce soir. Je ne peux plus rester dans ce motel. C'est horrible. Alors trouve un autre endroit. Je n'ai nulle part où aller. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Ma famille pense que je suis une honte et je ne peux pas me permettre quelque chose de mieux. C'est ce qui arrive quand on trompe son mari avec son beau-frère. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché, mais je suis toujours une personne, Marlo. Je suis toujours la femme que tu as épousée. Non, dis-je. Tu ne le es pas. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais fait ce que tu as fait. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix, une série de choix. Tu as choisi de me trahir. Tu as choisi de me mentir. Et tu as choisi de m'humilier. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Je ferai n'importe quoi, dit-elle désespérément. Tout ce que tu veux. Laisse-moi juste rentrer à la maison. Pendant un instant, j'ai presque hésité. Elle avait l'air si brisée, si vaincue. Mais ensuite, je me suis souvenu des rires que j'avais entendus venant de ma salle de bain. Le son de ma femme s'amusant avec un autre homme dans ma maison. N'importe quoi, dis-je. Oui, n'importe quoi. Alors retourne dans le temps et ne me trompe pas. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. Marlo, s'il te plaît. J'ai raccroché à nouveau. Elle a appelé 6 fois de plus. Je les ai toutes laissées aller sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver les pneus de mon camion crevés et le mot « menteur » peint à la bombe sur la porte de mon garage. J'ai appelé la police, déposé une plainte et demandé à Oscar de vérifier les caméras de sécurité. Les images étaient claires. Vanna se faufilant autour de ma propriété à 2 heures du matin avec un couteau et une bombe de peinture rouge. J'ai fait des copies de tout et les ai envoyées à Derek. C'est bien, dit-il quand je l'ai appelé. Vraiment bien. Elle vient de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour prouver qu'elle est instable et vindicative. Quelle est notre prochaine étape? Ordonnance restrictive. On inverse les rôles. Au lieu qu'elle prétende que tu la harcèles, on montre au tribunal que c'est elle qui n'est pas digne de confiance. Fais-le. À midi, Vanna s'était vue signifier une ordonnance restrictive lui enjoignant de rester à au moins 150 mètres de moi, de ma maison et de mon lieu de travail. Le soir, l'histoire faisait le tour de la ville. Madame Hennessy m'a appelé personnellement pour obtenir les détails. Est-il vrai qu'elle a vandalisé votre propriété, demanda-t-elle, à bout de souffle. C'est ce que dit le rapport de police. Mon Dieu, et je pensais qu'elle avait l'air d'une si gentille fille. Les apparences peuvent être trompeuses. En effet. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Trop parfaite, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas pris la peine de souligner que Madame Hennessy avait toujours parlé en bien de Vanna avant cette semaine. Eh bien, continua-t-elle, je suppose que cela montre simplement qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Non, dis-je. Je suppose que non. Après avoir raccroché, je me suis versé un bourbon et je me suis assis dans ma maison silencieuse, pensant à la prochaine phase de mon plan. Vanna et Rylan avaient fait leur choix. Il était maintenant temps pour eux d'en affronter les conséquences. Et je ne faisais que commencer. L'ordonnance restrictive a tout changé. Soudain, je n'étais plus le mari bafoué essayant de détruire sa femme infidèle. J'étais la victime de harcèlement et de vandalisme, forcé de chercher une protection légale contre une femme instable. Le changement de narration était magnifique à observer. En quelques jours, la machine à rumeurs avait complètement inversé son cours. Maintenant, l'histoire n'était plus sur l'effondrement de mon mariage. C'était sur le pauvre Marlo Trazé, qui avait découvert la liaison de sa femme et était maintenant traqué et menacé par la femme en qui il avait eu confiance pendant 8 ans. Madame Hennessy a été particulièrement efficace pour diffuser cette nouvelle version des faits. Elle s'était autoproclamée ma porte-parole non officielle, racontant à quiconque voulait l'entendre comment elle avait vu Vanna rôder autour de ma propriété au milieu de la nuit comme une sorte de criminel. L'effet sur la réputation de Vanna fut dévastateur. Ses amis ont cessé de prendre ses appels. Ses collègues l'évitaient au bureau. Même sa propre mère a commencé à filtrer ses appels. Mais le meilleur, c'était de voir la réaction de Rylan au problème juridique de sa petite amie.
Selon les rapports de surveillance d'Oscar, Rylan avait gardé ses distances avec Vanna depuis que l'ordonnance restrictive avait été signifiée. Plus de dîners romantiques, plus de rendez-vous à l'hôtel, plus de cadeaux coûteux. Apparemment, être amoureux était moins attrayant quand cela s'accompagnait d'une responsabilité légale potentielle. Il l'a abandonnée, m'a dit Oscar autour d'un café au Shingle. Silence radio complet. Il ne prend pas ses appels, ne la rencontre pas. Elle est restée assise dans sa voiture devant son bureau pendant des heures, attendant juste qu'il sorte. Comment le prend-elle? À peu près comme on pourrait s'y attendre. Hier, elle a jeté une pierre à travers la fenêtre de son bureau. J'ai failli m'étouffer avec mon café. S'il te plaît, dis-moi que tu as ça en vidéo. Mieux. Les caméras de sécurité du bâtiment ont tout filmé. Et écoute ça, elle est restée pour se disputer avec les flics quand ils sont arrivés. Des accusations? Vandalisme. Elle a une date de comparution la semaine prochaine. C'était mieux que ce que j'avais espéré. Vanna ne se contentait plus de détruire sa propre vie. Elle sabotait activement toute chance qu'elle avait de la reconstruire. Mais l'abandon par Rylan de son prétendu grand amour m'a donné une idée pour la phase suivante de mon plan. Ce soir-là, je suis allé chez Rylan. La grande maison coloniale qu'il avait achetée pendant le boom immobilier, avec l'allée circulaire et la pelouse parfaitement entretenue. Sa Mustang bien-aimée était garée dans le garage, mais je pouvais la voir à travers la porte ouverte. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 21h30, Rylan est sorti pour prendre quelque chose dans sa voiture. Je suis sorti de mon camion et j'ai traversé la rue. Bonsoir, Rylan. Il s'est retourné, clairement surpris. Marlo, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais juste prendre de tes nouvelles. Voir comment tu gères la dépression nerveuse de ta petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. Non. Ce n'est pas ce que tu m'as dit il y a une semaine. Quelque chose à propos de l'amour, non? C'était avant qu'elle ne devienne folle. Ah, donc tu n'es amoureux d'elle que quand elle ne te cause pas de problème. Compris. Il a regardé autour de lui nerveusement, se demandant probablement si des voisins regardaient. Écoute, je ne sais pas ce que tu veux, mais je veux te proposer un accord. Quel genre d'accord? Le genre où tu m'aides à finir ça et où je m'assure que ton nom reste en dehors du pire. Je ne comprends pas. Vanna est en chute libre. Elle va continuer à escalader jusqu'à ce qu'elle fasse quelque chose de vraiment stupide. Quelque chose qui pourrait t'entraîner avec elle. Comme quoi? Comme se pointer chez toi à 3 heures du matin avec un bidon d'essence. Comme appeler tes clients et leur parler de votre liaison. Comme décider que si elle ne peut pas t'avoir, personne ne le pourra. Son visage est devenu pâle. Elle ne ferait pas ça, n'est-ce pas? Elle a crevé mes pneus et vandalisé mon garage. Elle a jeté une pierre à travers la fenêtre de ton bureau. Quelle est la suite? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'aides à lui donner ce qu'elle veut, c'est-à-dire une confrontation finale. Une chance d'exprimer tous ses griefs, de faire toutes ses accusations, de tout mettre à plat. Ça semble être une très mauvaise idée. Pour elle, oui. Pour nous, c'est parfait. On contrôle le lieu. On contrôle le public. Et on s'assure que tout est enregistré. Je ne sais pas, Pansy, Rylan. En ce moment, tu attends juste que le couperet tombe. Tu attends qu'elle fasse quelque chose qui détruise ce qui reste de ta réputation. De cette façon, on met fin à tout ça selon nos propres termes. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Je lui ai expliqué mon plan. C'était simple, élégant et complètement légal. Plus important encore, cela donnerait à Vanna et à Rylan exactement ce qu'ils méritaient. Tu es fou, dit-il quand j'ai fini. Je suis pratique. Ça se terminera d'une manière ou d'une autre. On peut laisser Vanna contrôler comment ça se termine. Ou on peut le contrôler nous-mêmes. Et si je dis non? Alors tu es seul. Et quand elle viendra te chercher, et elle viendra te chercher, n'attends aucune aide de ma part. Il est resté silencieux un long moment, fixant sa précieuse Mustang. Quand, demanda-t-il finalement. Demain soir. Le Riverside Motel sur la route 9, chambre 12. Comment sais-tu qu'elle viendra? Parce que tu vas l'appeler et lui dire que tu as fait une erreur, que tu veux arranger les choses. Elle ne croira jamais ça. Elle le croira parce qu'elle veut le croire. Parce qu'elle est désespérée et seule et à court d'options.
Et ensuite? Ensuite, on lui offrira un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Le lendemain soir, je suis arrivé au Riverside Motel avec 1 heure d'avance. C'était exactement le genre d'endroit auquel je m'attendais. Bon marché, miteux et discret. Le genre d'endroit où les gens vont quand ils ne veulent pas être vus. La chambre 12 était au rez-de-chaussée, face au parking. Parfait pour ce que j'avais en tête. Oscar était déjà là, installant des caméras dans la chambre voisine. Nous avions loué les 2 chambres et les murs fins nous permettraient d'entendre tout ce qui se passerait à côté. Le son est bon, rapporta Oscar. La vidéo est bonne. On a 3 angles différents. Et dehors? 2 autres caméras couvrant le parking et la porte. Si elle se pointe, on aura tout. Derek est arrivé à 20 h, portant une mallette pleine de documents juridiques. Je pense toujours que c'est risqué, dit-il. Tout est risqué. Mais de cette façon, on contrôle le risque. Et si elle ne vient pas? Elle viendra. Rylan l'a appelée toute la journée, lui disant à quel point il était désolé, à quel point elle lui manquait. Elle attendait ça. À 20 h 30, Rylan est arrivé, l'air de marcher vers sa propre exécution. Je n'arrive pas à croire que je fais ça, marmonna-t-il. Contente-toi de suivre le script, lui ai-je dit. Laisse-la parler. Laisse-la avouer. Laisse-la se pendre elle-même. Et si elle devient violente? C'est pour ça qu'Oscar est là. À 21 h, une Honda Civic est entrée dans le parking. C'est l'heure du spectacle, dis-je. Vanna est sortie de sa voiture et s'est dirigée vers la chambre 12. Même de loin, je pouvais voir qu'elle avait fait un effort. Nouvelle robe, coiffure impeccable, maquillage parfait. Elle s'était habillée pour la séduction, pas pour la confrontation. Rylan a ouvert la porte et l'a laissé entrer. Oh, Rylan. Sa voix traversait clairement les murs fins. Je savais que tu reviendrais à la raison. Vanna, on doit parler. On pourra parler plus tard. Tu m'as tellement manqué. Il y eut un silence pendant un moment, puis le son de Rylan s'éclaircissant la gorge. Vanna, arrête. On doit vraiment parler. De quoi? De nous. De ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est être ensemble. Comme on aurait dû l'être depuis le début. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. On s'aime. C'est tout ce qui compte. Et nos mariages? Et les gens qu'on a blessés? Marlo s'en remettra. Et Kaya est bien, Kaya ne t'a jamais compris de toute façon. Elle me prend tout, Vanna. La maison, l'entreprise, les voitures. Je vais tout perdre. On construira quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Avec quel argent? Je suis fauché. Les frais de justice à eux seuls vont me ruiner. On trouvera une solution. On en trouve toujours une. Non, on n'en trouve pas. On ne trouve jamais de solution. On ne fait que mettre le bazar et on s'attend à ce que les autres nettoient derrière nous. Il y eut une longue pause. Qu'est-ce que tu dis? La voix de Vanna était plus faible maintenant, incertaine. Je dis que c'était une erreur. Tout ça. Tu ne le penses pas? Si, je le pense. On a détruit 2 mariages, blessé des gens qu'on aimait, et pourquoi? Pour quelques mois à se faufiler comme des adolescents. Pour l'amour. Ce n'est pas de l'amour, Vanna. C'est de l'égoïsme. Ces 2 personnes qui s'ennuyaient dans leur vie et qui ont décidé de tout faire exploser plutôt que de gérer leurs problèmes comme des adultes. Ce n'est pas vrai. Ah non? Quand les choses sont devenues difficiles, qu'est-ce qu'on a fait? On a affronté les conséquences ensemble? On s'est soutenu? Non, on a tous les 2 fui. J'ai fui loin de toi. Tu as fui la réalité. Je n'ai fui rien du tout. Tu as crevé les pneus de Marlo. Tu as jeté des pierres à travers ma fenêtre. Tu es restée assise devant mon bureau comme une sorte de harceleuse. Je me battais pour nous. Tu faisais une dépression nerveuse et tu m'entraînais avec toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand Vanna parla à nouveau, sa voix était froide. Alors c'est ça. Tu vas juste t'en aller? Je vais essayer de sauver ce qui reste de ma vie. Et moi? Et toi quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne sais pas, Vanna. Ce n'est plus mon problème. Plus ton problème?
J'ai quitté mon mari pour toi. Tu as quitté ton mari parce que tu étais malheureuse. Ne me mets pas ça sur le dos. Tu as dit que tu m'aimais. Je pensais que oui. Je me suis trompé. Le son qui traversa le mur ensuite était quelque chose entre un cri et un sanglot. Puis il y eut un fracas, comme si quelque chose était jeté contre le mur. Vanna, calme-toi. Me calmer? Me calmer? Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné ta propre vie. On l'a tous les deux fait. Je te déteste. Je te déteste tellement. Je sais. Je vais te le faire payer. À vous deux. Toi et Marlowe, vous vous croyez si intelligent, si supérieur, mais je vais vous détruire. Comment? Tu ne peux même pas te payer un avocat décent. Un autre fracas, puis le bruit de la porte qui claque. À travers la fenêtre, j'ai vu Vanna traverser le parking en trombe vers sa voiture, mais au lieu de monter et de partir, elle s'est arrêtée et a regardé la chambre 12. Puis elle s'est dirigée vers la Mustang de Ryland. Oh, ça, c'est bon, murmura Oscar. Vanna a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis a sorti quelque chose de son sac à main. Un couteau, le même qu'elle avait utilisé sur mes pneus. Elle s'est mise au travail sur la voiture de Ryland avec une précision méthodique. Les 4 pneus, de longues rayures sur les côtés, le pare-brise fissuré en toile d'araignée. Quand elle a eu fini, la Mustang avait l'air d'être passée par une zone de guerre. Ryland est sorti de la chambre de motel juste au moment où elle mettait la touche finale à son capot. Vanna, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est tournée vers lui, le couteau toujours à la main. Je te donne exactement ce que tu mérites. Tu es folle. Je suis en colère. Il y a une différence. J'appelle les flics. Vas-y et dis-leur comment ta petite amie a détruit ta voiture parce que tu es un lâche, un menteur et un tricheur. Ryland a sorti son téléphone, mais Vanna se dirigeait déjà vers sa Honda. Ce n'est pas fini, a-t-elle crié par-dessus son épaule. Loin de là. Elle est partie, laissant Ryland debout sur le parking à côté de sa voiture en ruine. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis sorti de la chambre 11. Dure soirée, demandai-je. Ryland s'est retourné. Toi tu as tout manigancé. J'ai manigancé une conversation. Tu as manigancé tout le reste. Elle a détruit ma voiture. Oui, c'est vrai. Et on a tout en vidéo. Vous nous avez enregistré? Audio et vidéo. Tout. L'aveu, les menaces, le vandalisme, tout ça. C'est illégal. En fait, non. Le Maine est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour un enregistrement. Et Ryland, tu as consenti quand tu as accepté ce plan. Derek est sorti de la chambre 11, sa mallette à la main. 2 heures plus tard, nous avions tout ce dont nous avions besoin. Ryland avait signé des déclarations, fourni des preuves supplémentaires de la liaison et accepté de coopérer avec les 2 procédures de divorce en échange de notre promesse de ne pas engager de poursuite pénale pour son rôle dans la fraude financière. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il alors que nous nous préparions à partir. Maintenant, tu rentres chez toi et tu trouves un moyen de reconstruire ta vie, dis-je. Et tu restes loin de ma femme ex-femme. Pas encore, mais bientôt. Je l'ai laissée au motel, attendant qu'une dépanneuse vienne chercher ce qui restait de sa voiture. Sur le chemin du retour, Derek a exposé nos prochaines étapes. On demande une audience d'urgence, on présente toutes les preuves, et on demande un divorce accéléré. Avec tout ce qu'on a, les preuves originales de la liaison, le vandalisme, les menaces, les enregistrements de ce soir, aucun juge ne te fera attendre. Combien de temps? 6 semaines, peut-être moins. Et Vanna va se retrouver dans une position très difficile. Elle a violé l'ordonnance restrictive, commis plusieurs actes de vandalisme et proféré des menaces devant la caméra. Son avocat va lui conseiller d'accepter n'importe quel arrangement que nous proposerons, ce qui sera rien. Elle n'aura rien. J'ai souri. Parfait. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma maison silencieuse et j'ai préparé du café dans ma cuisine paisible. Dehors, Madame Hennessy travaillait dans son jardin, mais pour une fois, elle ne surveillait pas ma maison. Le drame était terminé, et même elle semblait le sentir. Mon téléphone a sonné. Oscar. Allume la chaîne 8, dit-il. J'ai trouvé la télécommande et j'ai mis les informations locales.
Le présentateur du matin lisait un article sur du vandalisme au Riverside Motel, avec des images de la Mustang détruite de Ryland. L'agent immobilier local Ryland Ventor a déclaré à la police que son véhicule avait été vandalisé par une femme non identifiée à la suite de ce qu'il a décrit comme un différend personnel, lisait le présentateur. La police enquête sur l'incident dans le cadre d'une situation domestique en cours. J'ai éteint la télé et j'ai fini mon café. La justice, pensais-je, avait un meilleur goût que prévu. L'audience d'urgence était prévue pour le jeudi suivant. Derek avait déposé une requête pour une procédure accélérée, citant le comportement croissant de Vanna et la menace qu'elle représentait pour ma sécurité et ma propriété. La juge Morrison, une femme pragmatique d'une soixantaine d'années qui s'occupait des affaires familiales depuis 20 ans, a accepté d'entendre l'affaire. Dans les jours précédant l'audience, Vanna a fait plusieurs tentatives pour me contacter. Elle a appelé depuis différents numéros, envoyé des emails à mon adresse professionnelle et a même essayé de m'aborder à l'épicerie avant que la sécurité ne l'escorte dehors. Chaque incident a été documenté, photographié et ajouté à notre dossier de preuves de plus en plus volumineux. L'ordonnance restrictive était censée la maintenir à 150 mètres, mais Vanna semblait déterminée à tester ses limites. Elle se garait à la limite de la zone et observait ma maison avec des jumelles. Elle me suivait au travail, restant juste assez loin pour ne pas violer l'ordonnance. Elle a envoyé des lettres par des intermédiaires, des amis qui ne connaissaient pas toute l'histoire et pensaient aider une femme désespérée à sauver son mariage. Tout cela est allé dans le dossier. Elle nous facilite trop la tâche, a observé Derek lors d'une de nos réunions de préparation. C'est comme si elle voulait perdre. Elle est désespérée, dis-je. Les gens désespérés ne pensent pas clairement. Ou peut-être qu'elle prépare quelque chose de grand. Un dernier coup pour renverser la situation. Il avait raison de s'inquiéter. J'avais pensé la même chose. Vanna était beaucoup de choses, mais elle n'était pas stupide. Tout ce comportement erratique, toutes ces violations documentées, cela semblait presque délibéré, comme si elle préparait quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui donner exactement ce qu'elle voulait, une confrontation finale. Mais cette fois, ce serait selon mes termes, avec mes règles, et avec un public qui garantirait que la vérité éclate, une fois pour toutes. Le plan était élégant dans sa simplicité. J'organiserai une violation très publique de l'ordonnance restrictive par Vanna, devant des témoins qui pourraient témoigner de son comportement. Elle aurait sa chance de dire tout ce qu'elle voulait, de faire toutes ses accusations et d'exprimer tous ses griefs. Et quand elle aurait fini, tout le monde en ville saurait exactement quel genre de personne elle était vraiment. J'ai commencé par appeler Madame Hennessy. J'ai besoin d'une faveur, dis-je, et j'ai besoin que vous soyez très prudente dans la manière de la gérer. Bien sûr, mon cher. Que puis-je faire? Je veux que vous laissiez échapper, accidentellement, vous comprenez, que je serai à la quincaillerie Murphy's demain après-midi vers 15h pour acheter des fournitures pour un projet de rénovation. C'est étrangement précis. Il le faut. Et assurez-vous de le mentionner à Linda Kowalski. Linda Kowalski était la plus grande commère du cercle social de Vanna. Le genre de femme qui collectionnait les secrets comme des cartes à collectionner et les distribuait tout aussi librement. Si je voulais que l'information parvienne rapidement à Vanna, Linda était le système de livraison le plus efficace. Puis-je demander pourquoi? Disons simplement que je suis fatigué d'être chassé. Il est temps que je chasse un peu à mon tour. L'étape suivante consistait à mettre en scène. La quincaillerie Murphy's était parfaite pour ce que j'avais en tête, une entreprise locale au centre-ville avec de grandes fenêtres donnant sur Main Street et beaucoup de passages un vendredi après-midi. Plus important encore, Jim Murphy était un vieil ami qui me devait quelques faveurs. « Tu veux que je fasse quoi ?» demanda Jim quand je lui ai expliqué mon plan. « Je veux que tu me laisses utiliser ton magasin comme une scène, juste pour 1 heure ou 2. » Marlowe, ça semble dangereux. Ce n'est pas dangereux. C'est la justice. Et si elle devient vraiment folle? Et si elle a une arme? Elle n'en aura pas. Et même si c'était le cas, Oscar sera là. Jim avait l'air sceptique, mais il a accepté. Nous nous connaissions depuis le lycée, et il en avait assez entendu sur ma situation pour comprendre pourquoi j'avais besoin de ça. Vendredi après-midi, je suis arrivé à la quincaillerie Murphy's à 15h précise. Oscar était déjà là, parcourant la section des outils avec une vue dégagée sur la porte d'entrée. Derek était de l'autre côté de la rue, au café, prêt à servir de témoin si nécessaire.
Et dispersés dans le magasin se trouvait une demi-douzaine d'autres personnes, des clients qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de faire partie de quelque chose de plus grand. J'ai fait semblant d'acheter des fournitures de peinture, prenant mon temps, m'assurant d'être visible à travers les vitrines. À 15h15, j'ai vu Linda Kowalski passer, jeter un coup d'œil dans le magasin et sortir son téléphone. À 15h22, la Honda Civic de Vanna s'est garée dehors. Elle est restée dans la voiture plusieurs minutes, rassemblant probablement son courage. À travers la vitre, je pouvais la voir vérifier son apparence dans le rétroviseur, répétant ce qu'elle allait dire. Finalement, elle est sortie et s'est dirigée vers le magasin. « On y va » murmura Oscar, se rapprochant de l'avant du magasin. Vanna a poussé la porte comme si elle partait au combat. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable, et elle portait la robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Elle s'était habillée pour cette confrontation comme pour une performance, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Marlowe » cria-t-elle assez fort pour que tout le monde dans le magasin l'entende. « On doit parler. » Je me suis retourné lentement, feignant la surprise. « Vanna, tu ne devrais pas être ici. Je me fiche de ta stupide ordonnance restrictive. Je ne vais pas te laisser détruire ma vie sans me battre. » Les autres clients avaient arrêté ce qu'ils faisaient et nous regardaient avec la fascination des gens qui assistent à un accident de voiture. Jim Murphy était sorti de derrière le comptoir, prêt à intervenir si nécessaire. « Je ne détruis rien, dis-je calmement. Je ne te protège simplement plus des conséquences de tes actions. » Des conséquences ? Sa voix monta d'une octave. Tu veux parler de conséquences ? Et les conséquences de ton égoïsme, de ta froideur, de ton incapacité totale à me rendre heureuse. Je te rendais malheureuse ? Tu m'as ignorée pendant des années. Tu m'as prise pour acquise, traitée comme un meuble. Tu ne m'as jamais écoutée, jamais soutenue dans mes rêves, jamais fait sentir que je comptais. Alors tu as décidé de me tromper avec ton beau-frère. J'ai décidé de trouver quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Dans ma baignoire ? Oui, dans ta précieuse baignoire. Parce qu'au moins là, avec lui, je me sentais de nouveau vivante. Je me sentais désirée, voulue et aimée. Le magasin était devenu complètement silencieux. Même la musique de fond semblait s'être arrêtée. « Et comment ça se passe pour toi ?» demandai-je. « Quoi ?» Riant. « Ton grand amour. L'homme qui t'a fait te sentir si vivante, désirée et voulue. Comment va cette relation ?» Son visage s'est décomposé un instant avant que la colère ne revienne. Il est confus en ce moment, effrayé. Mais il reviendra. Vraiment ? Parce que d'après ce que j'ai entendu, il en a à peu près fini avec toi. Ce n'est pas vrai. Ah non ? Quand est-ce que tu lui as parlé pour la dernière fois ? Quand est-ce qu'il a répondu à tes appels ? Il est juste prudent. Il est intelligent. Il limite les dégâts et continue sa vie, tout comme moi. Tu ne peux pas continuer. Je ne te laisserai pas faire. Tu n'as plus ton mot à dire, Vanna. Elle s'est rapprochée, et je pouvais voir des larmes commencer à se former dans ses yeux. 8 ans, Marlowe. 8 ans de mariage. Ça ne signifie rien pour toi ? Ça signifiait quelque chose. Avant que tu ne le jettes pour quelques après-midi avec un homme qui ne veut même plus de toi. Arrête. Avant que tu ne me mentes, que tu ne me trahisses et que tu ne m'humilies dans ma propre maison. Arrête. Avant que tu ne crèves mes pneus, que tu ne vandalises ma propriété et que tu ne me traques comme une sorte de arrête. Elle s'est jetée sur moi, les ongles sortis, visant mon visage, mais Oscar était prêt. Il s'est interposé entre nous et a attrapé ses poignets avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Ça suffit, dit-il fermement. Lâche-moi, hurla-t-elle. Lâche-moi tout de suite. Madame, vous devez vous calmer. Je me calmerai quand cette ordure aura ce qu'il mérite. Jim Murphy avait sorti son téléphone, appelant la police. Les autres clients reculaient vers les sorties, mais ils regardaient toujours, écoutant chaque mot. Ce que je mérite, dis-je. Ce que je mérite, c'est une femme qui honore ses vœux. Ce que je mérite, c'est une partenaire qui me respecte assez pour ne pas me tromper dans mon dos. Ce que je mérite, c'est quelqu'un qui assume la responsabilité de ses actes au lieu de blâmer tout le monde pour ses problèmes. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu m'as donné 8 ans de mensonges, de manipulation et d'égoïsme,
et j'en ai fini de prétendre que c'était suffisant. La police est arrivée alors que Vanna se débattait encore contre l'emprise d'Oscar, criant toujours des menaces et des accusations. L'officier Martinez, qui s'était occupé du rapport de vandalisme initial, a jeté un coup d'œil à la situation et a secoué la tête. « Madame Trazé, dit-il avec lassitude. Vous êtes en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance restrictive. C'est du harcèlement, a-t-elle crié alors qu'il lui mettait les menottes. Il a tout manigancé. Il a tout prévu. Madame, vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère de l'utiliser. Alors qu'il l'emmenait, elle m'a regardé une dernière fois. Ce n'est pas fini, Marlowe. Je te le ferai payer. Je vous le ferai tous payer. La porte s'est refermée derrière eux, et le magasin est tombé dans le silence. Eh bien, dit finalement Jim Murphy, c'était quelque chose. Les autres clients ont commencé à sortir, chuchotant entre eux, propageant déjà l'histoire. Le soir, tout le monde en ville serait au courant de l'effondrement public de Vanna à la quincaillerie Murphy S. Le lendemain, l'histoire se serait étoffée, devenant plus dramatique et plus dommageable à chaque répétition. « Ça va ?» demanda Oscar. « Parfaitement bien, dis-je. »« Absolument parfait. » Derek est apparu à mon coude. « On a tout en vidéo. Audio aussi. Ça va rendre l'audience très intéressante. » Quand sort-elle ? Probablement ce soir. Mais avec cette dernière violation, plus le trouble à l'ordre public, son avocat aura beaucoup de mal à plaider pour un règlement favorable. J'ai regardé une dernière fois autour du magasin, les pots de peinture, la quincaillerie et les outils qui avaient servi de toile de fond à l'acte final de mon mariage. Cela semblait approprié, d'une certaine manière. C'est à la quincaillerie Murphy S que j'avais acheté les fournitures pour chaque projet de rénovation que Vanna avait exigé. Chaque rénovation et redécoration qui était censée nous rendre plus heureux. Maintenant, c'était là que j'avais enfin terminé le plus grand projet de rénovation de tous, retirer Vanna de ma vie. L'audience du jeudi suivant fut une formalité. La juge Morrison a écouté la présentation des preuves par Derek, les enregistrements originaux, les rapports de vandalisme, les violations de l'ordonnance restrictive et la vidéo de la quincaillerie Murphy S avec l'expression de quelqu'un qui avait tout vu. L'avocat de Vanna, un défenseur public à l'air fatigué nommé Patterson, a tenté sans conviction de plaider que sa cliente était victime d'abus psychologiques et de manipulation. La juge Morrison l'a interrompu après 5 minutes. « Monsieur Patterson, dit-elle sèchement, votre cliente a été filmée en train d'avoir une liaison, de vandaliser des biens, de violer une ordonnance restrictive et de proférer des menaces dans un lieu public. À moins que vous n'ayez la preuve que monsieur Trazé lui a tenu un pistolet sur la tempe et l'a forcé à faire ces choses, je suggère que nous passions à la discussion du règlement. » Le règlement était exactement ce que Derek avait promis. Vanna n'a rien eu. Pas de pension alimentaire, pas de part de la maison, aucune revendication sur mon entreprise ou mes investissements. Elle a gardé sa voiture, ses effets personnels et ses dettes. Tout le reste me revenait. C'est ridicule, s'est-elle exclamé quand Patterson lui a expliqué les termes. J'ai été marié à lui pendant 8 ans. J'ai droit à la moitié de tout. Madame Trazé, dit patiemment la juge Morrison, vous avez perdu votre droit aux biens matrimoniaux lorsque vous avez décidé d'avoir une liaison extra-conjugale en utilisant les fonds matrimoniaux. Vous avez perdu votre droit à une pension alimentaire lorsque vous avez commencé à harceler et à menacer votre mari. Et vous avez perdu toute sympathie que ce tribunal aurait pu avoir lorsque vous avez choisi de violer une ordonnance restrictive et de créer un trouble à l'ordre public. L'arrangement est maintenu. Vous avez 30 jours pour retirer vos effets personnels du domicile conjugal, sous la supervision d'un officier de justice. Après cela, vous n'aurez plus aucune réclamation sur monsieur Trazé ou ses biens. Elle s'est tournée pour me regarder, son visage un masque de rage et de désespoir. Tu penses que tu as gagné, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas fini. Ce ne sera jamais fini. Si, dis-je. Ça l'est. Et ça l'était. 6 semaines plus tard, j'étais assis sur mon porche arrière avec un bourbon et un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La maison était silencieuse, comme je l'aimais. Ma vie était de nouveau la mienne, ordonnée, prévisible et sans drame. Madame Hennessy était passée à d'autres ragots. Apparemment, les Kowalski divorçaient et Linda se donnait en spectacle au country club. Vanna avait quitté la ville, selon les rumeurs, partie vivre avec une cousine dans le Massachusetts.
Rylan avait fait faillite et travaillait comme vendeur de voitures d'occasion à Portland. Oscar est passé vers 20 heures, avec un pack de 6 bières et un sourire satisfait. J'ai eu des nouvelles de Derek aujourd'hui, dit-il en s'installant dans l'autre chaise du Porsche. L'avocat de Vanna a déposé une requête pour rouvrir le règlement. Pour quel motif? Démence temporaire. Il a affirmé qu'elle n'était pas responsable de ses actes en raison de la détresse émotionnelle. Et la juge Morrison l'a rejeté sans audience, disant que si Madame Trazé voulait plaider la folie, elle aurait dû y penser avant de signer l'accord de règlement. J'ai levé mon bourbon en guise de toast. À la juge Morrison. À la justice, corrigea Oscar. Nous sommes restés assis en silence confortable pendant un moment, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Mon téléphone a vibré une fois, un SMS d'un numéro inconnu, mais je n'ai pas pris la peine de le vérifier. Quoi que ce soit, ça pouvait attendre. Des regrets? Demanda finalement Oscar. J'y ai pensé. 8 ans de mariage partis en fumée. Une vie que j'avais construite, démantelée. Un avenir que j'avais prévu, annulé. Non, dis-je finalement. Aucun regret. Et maintenant? Maintenant, je vis ma vie selon mes propres termes. Sans mensonge, sans trahison, sans quelqu'un qui pense que l'amour est quelque chose qu'on peut allumer et éteindre comme un robinet. Ça a l'air solitaire. Ça a l'air paisible. Oscar a ri. Tu sais, pour un gars qui vient de traverser un divorce difficile, tu as l'air plutôt heureux. Je suis heureux. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je veux être. Et c'est où? J'ai regardé ma maison silencieuse, mon jardin paisible. Ma vie sans drame, sans chaos, sans les problèmes de quelqu'un d'autre. À la maison, dis-je. Enfin à la maison. Le bourbon avait le goût de la victoire. Le silence sonnait comme la liberté. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette salle de bain et que j'avais trouvé ma femme avec un autre homme, je me sentais de nouveau moi-même. Certaines tâches ne partent jamais, pensais-je. Mais parfois, on n'a pas besoin de les nettoyer. Parfois, il faut simplement jeter le vêtement tout entier et repartir à zéro. J'ai fini mon verre et je suis rentré dans ma maison silencieuse, fermant la porte sur le passé et marchant vers ce qui allait suivre. C'était fini. Tout ça. Et j'étais libre.